Pour moi, j'ai deux obsessions. La première, c'est de stopper la montée de la violence. Et la deuxième, ensuite, c'est de préparer l'avenir. Oui, à la veille de son départ, hier, Tidjane Thiam a effectivement présenté des résultats records avec un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 21 milliards d'euros, un bénéfice net en hausse de 69% à plus de 3 milliards d'euros. Tidjane Thiam, D'Abidjan à Rabat, de l'école polytechnique de Paris à ex-ministre ivoirien, banquier de renommée, dirigeant d'entreprise, le prince Baoulé, Tidjane Thiam a de quoi subjuguer l'Afrique et le monde extérieur. Le jour de la remise du baccalauréat au lycée classique d'Abidjan, il éclate en sanglots. Ce ne sont pas des larmes de joie, mais de rage, parce qu'il n'a obtenu qu'une mention bien au lieu de la mention très bien qu'il visait. Un 9 sur 10 en histoire géo a fait chuter sa moyenne, sans cela excellente. Le professeur avait jugé la copie trop bonne pour être honnête. Son père, qui venait d'être nommé pour la seconde fois ministre de l'information du président francophile Félix Houphouët-Boigny, n'a pas voulu intervenir pour corriger l'injustice, de peur que l'on ne parle de pression politique. C'était en juillet 1980. Tidjane Thiam, l'Ivoirien aux racines sénégalaises, est courtisé par les grands de ce monde. Invité chez l'ex-président Barack Obama à plusieurs reprises, il devient l'ami de David Cameron et George Osborne. Il côtoie des chefs d'État asiatiques, y compris le premier ministre chinois. Sur 54 chefs d'État africains, il doit en connaître 40. Aujourd'hui, nous parlerons de l'histoire d'un homme, une histoire empreinte de succès, mais également de tribulations. Voici à présent l'histoire de Tidjane Thiam. Dernier de 7 enfants, Tidjane Thiam a toujours voulu être le meilleur. Né en Côte d'Ivoire, il est issu de 2 familles africaines influentes du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. C'était en 1962. Sa mère, Marietou, issue d'une noble ligne de Yamoussoukro, était la nièce de Félix Houphouët-Boigny, ancien et premier président de la Côte d'Ivoire. La mère de Tidjane Thiam n'avait pourtant appris à lire qu'une fois adulte, lorsque les plus grands de ses fils étaient entrés en collège. Le grand-père, Papa Sow, avait refusé de l'envoyer à l'école des Blancs. Elle a été une qui a beaucoup influencé Tidjane Thiam. Son père, Amadou Thiam, est un immigré ivoirien. Né en 1923 à Dagana, sur les rives du fleuve Sénégal, 2000 km au nord-ouest d'Abidjan, Amadou Thiam avait été inscrit d'autorité à l'école républicaine malgré les réticences de son père. Et compte tenu de l'excellence de ses résultats, Amadou avait pu partir en France métropolitaine, d'où il était revenu diplômé de l'Institut international du journalisme de Strasbourg. À 36 ans, il devient directeur de la radio Côte d'Ivoire, dans sa patrie d'adoption avant d'être nommé ministre de l'Information en février 1963. En ce moment, Tidjane Thiam a 7 mois et la vie s'ouvre à lui. Seulement voilà, en août 1963, après quelques mois au ministère, son père est arrêté avec une trentaine de personnes soupçonnées d'avoir fomenté un complot contre le président. Finalement mis hors de cause, Amadou Thiam est nommé ambassadeur au Maroc en 1966. Tidjane Thiam a commencé l'école beaucoup plus tard que ses frères et sœurs. Mes sœurs n'ont pas d'enfants. Ma cousine Grimba n'a pas d'enfants. Nous formons, dans notre famille, nous sommes 4. 2 sœurs et 2 cousines. Mes 2 sœurs n'ont pas d'enfants. Une de mes cousines n'a pas d'enfants. Seule, la plus jeune, Amoui, la fille de ma tante Yamso, la petite Yamso, qui grâce aux alliances avec du sang étranger a pu avoir d'enfants. Grâce à Thiam qui est ici. De par la coutume, ce sont eux mes héritiers directs, ces enfants à lui. Des jeunes gens intelligents qui ne demandent, comme la terre vierge de chez nous, même la terre du Sahara, il suffit de quelques gouttes d'eau pour que vous voyez reverdir. Entre 4 et 15 ans, Tidjane Thiam passe donc l'essentiel de son enfance à Rabat, jusqu'à son départ en 1977 à l'âge de 15 ans. Après avoir fait une partie de ses études au lycée classique d'Abidjan, Tidjane part
En 1980, en classe préparatoire au lycée privé Sainte-Geneviève à Versailles, en France. En 1982, Tidjane Thiam est le premier Ivoirien à réussir le concours d'entrée à l'école polytechnique de Paris. Tidjane, tu étais admissible aux 3 grandes écoles, Polytechnique, Centrale et l'école des mines, et pourtant tu as choisi Polytechnique. Pourquoi? Y a-t-il une raison particulière? Si j'ai choisi l'école polytechnique, c'est parce que je crois que c'est celle qui dispense la formation scientifique la plus large et la plus étendue, et qui rend donc plus facile une spécialisation ultérieure. Tidjane Thiam a été choisi pour être devant le défilé du 14 juillet pour la fête d'indépendance de la France. Un choix non fortuit, car selon un des professeurs de l'Institut Polytechnique de Paris, Tidjane Thiam était un étudiant remarquable, plein de dignité et d'humilité. Élu 2 ans plus tôt, le président François Mitterrand est toujours en état de grâce et 1 mois et demi avant le défilé, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor a été le premier Africain admis à l'Académie française. 2 ans plus tard, en 1984, Tidjane Thiam sort diplômé de l'école polytechnique. Après Polytechnique, il entre à l'école des mines dont il sortira major de sa promotion en 1986. Seulement, malgré un excellent stage en entreprise chez Air Liquide, le géant français du gaz industriel, où il avait fait un travail remarqué sur le calcul d'échange de salaires multiplaquants, Tidjane Thiam n'avait reçu presque aucun entretien d'embauche. La France tant idéalisée se transforme en illusion. La frustration monte et les émotions s'entremêlent. Le directeur des études de l'école des mines, Gilbert Freda, ayant remarqué cette différence de traitement, lui conseille alors de s'orienter vers les anglo-saxons. Cette même année, il reçoit une bourse pour passer le MBA de l'INSEAD. En 1988, à 26 ans, il obtient son MBA à la prestigieuse INSEAD à Fontainebleau, véritable usine à grand patron, et rejoint le cabinet McKinsey. En 1989, il prend une année sabbatique pour suivre le programme des jeunes professionnels de la Banque mondiale à Washington, D.C. C'est aussi là qu'il rencontre Annette, une Afro-Américaine de Pennsylvanie qui deviendra sa femme. Il retourne sur McKinsey en 1990, d'abord à New York, puis à Paris. En décembre 1993, le premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié lui succèdent. En avril 1994, à la demande du président Henri Konan Bédié, Tidjane Thiam accepte, à l'âge de 31 ans, le poste de directeur général de la direction et le contrôle des grands travaux DCGT, devenu le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET-TD, en 1996, à Abidjan, organisme de développement des infrastructures et de conseil économique. Les premiers mois étaient difficiles après sa prise de fonction. J'ai été nommé en Côte d'Ivoire en 1994. Mon premier job de directeur général, j'avais 31 ans et le ministre des Finances, à la fin de mon entretien, il m'a dit bon, on a oublié de te dire, c'était en avril 1994, il me dit on n'a payé aucun salaire depuis octobre, donc tes 4000 employés ils ne sont pas payés, il me dit bonne chance. Donc mon premier, et il me dit on peut payer personne avant octobre prochain. Donc mon premier rôle de directeur général, c'était de diriger une entreprise qui ne payait pas de salaire. À ce poste, il doit gérer les lourdes conséquences de la dévaluation de 50% du franc CFA au début de l'année 1994 et assure également des négociations avec le FMI et la Banque mondiale alors que la situation financière du pays est très dégradée. Il faut tout revoir, les salaires, les tarifs de l'eau, de l'électricité, etc. Son rôle le plaçait au cœur de beaucoup de ces discussions. Il lui faut donc trouver des solutions à plusieurs défis. Moi, j'ai été responsable du développement des routes en Côte d'Ivoire. C'est toujours la même histoire. Les experts de la Banque mondiale vous disent mais on ne peut pas financer cette route. Pourquoi? Parce que les études de trafic disent qu'il n'y a pas assez de trafic. Ah oui, mais la route n'est pas bitumée. Donc la raison pour laquelle ce tronçon de 60 km, il n'y a pas de trafic, c'est parce qu'il faut 8 heures pour faire les 60 km. Je vous promets, si vous mettez une route, il y aura du trafic. Et j'ai vraiment vécu, Dieu merci, cette expérience plusieurs fois, des années après, ayant construit la route, ramenant l'expert qui avait refusé de financer la route et lui montrant les 15 villages, la bière coulant à flot, l'électricité, les champs, les récoltes, les camions. Non, bon, et voilà, c'est ça le développement, mais il faut amorcer la pompe, il faut de l'investissement, il faut des infrastructures, et le reste suit. Dans son équipe, Tidjane Thiam embauche de jeunes Ivoiriens qui remplacent peu à peu la majorité d'expatriés français.
Il lance des privatisations ou des partenariats publics-privés sur l'eau, l'électricité, les télécommunications, l'aéroport, les bus, des ponts à péage, etc. Thiam est nommé au bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain PDCI, ancien parti unique toujours au pouvoir en octobre 1996. En août 1998, en plus de ses fonctions au BNTD, dont il devient président, Tidjane Thiam est formellement intégré au gouvernement comme ministre du Plan et du Développement. Il met en œuvre plusieurs projets, notamment la centrale électrique d'Azito, la rénovation de l'aéroport d'Abidjan et la construction du pont à péage Riviera-Marcory. Un an après sa nomination, un coup d'État vient stopper brutalement sa carrière ministérielle. Le 24 décembre 1999, des militaires prennent le pouvoir. Tidjane Thiam, lui, est aux États-Unis dans sa belle famille. Une semaine après avoir intégré le Dream Cabinet du club des 100 Global Leaders, créé sous l'égide du World Economic Forum, le monde s'écroule sous ses pieds. Il est aussitôt confronté à des choix. Rester à l'étranger ou rentrer en Côte d'Ivoire. Avec son passeport français, hérité de son père, il aurait pu ne jamais rentrer. Le choix était difficile, mais finalement audacieux. Il rentre donc à Abidjan, seul sans sa femme et ses deux fils, alors âgés de 4 et 6 ans. Après son refus de rejoindre le gouvernement militaire le 6 janvier 2000, il passe la main à son successeur et parvient à quitter le pays. Arrivé en France, Tidjane Thiam se retrouve sans emploi pendant 5 mois. En mai 2000, il rejoint finalement McKinsey en tant qu'associé, participant ainsi à la direction du département institutions financières de la société. Peu de temps après, il est approché par un chasseur de tête qui lui propose de rejoindre le milieu de l'assurance en Angleterre. Il n'a pas vraiment l'intention de partir, mais il est intrigué par ces Anglais prêts à embaucher un grand noir comme lui. C'est ainsi qu'en 2002, il rejoint Aviva. D'abord comme directeur de la stratégie et du développement des groupes aux États-Unis et en Asie. 4 ans après, il prend la responsabilité des opérations internationales et d'Aviva Europe. Et enfin, il devient directeur général, siégeant au conseil d'administration de l'entreprise. Quelques mois plus tard, Prudential, le principal concurrent d'Aviva, décide de l'embaucher comme directeur financier. Mais de septembre 2007 à avril 2008, une clause de non-concurrence lui interdit d'aller travailler. Peu de temps après, il quitte Aviva en septembre 2007 pour devenir directeur financier de la compagnie d'assurance britannique Prudential. En mars 2009, Tidjane Thiam est nommé directeur général et devient le CEO de 28 000 employés. C'est ainsi que Tidjane Thiam devient ainsi le premier dirigeant noir d'une entreprise du FTSE, 100 entreprises britanniques les mieux capitalisées cotées à la bourse de Londres. Prudential lance alors une offre de rachat sur AIA, la branche asiatique de l'assureur américain AIG, très durement touchée par la crise. Une bataille boursière s'ensuit, tandis que certains investisseurs jugent excessif le prix de 35,5 milliards de dollars offert par Prudential. L'opération finit par échouer, après le rejet par le conseil d'administration d'AIG d'une offre revue à la baisse. Il refuse de démissionner, soutenant n'avoir commis aucune erreur. AIA est par la suite introduit à la bourse de Hong Kong et sa valorisation monte rapidement au-delà du prix proposé initialement par Prudential. Tidjane Thiam fait l'objet de vives critiques personnelles après cet échec, en raison notamment des coûts engagés par la société pour le lancement de cette opération avortée. Il est cependant réélu directeur général lors de l'Assemblée générale de mai 2011, avec 99,3% des voix. Depuis lors, la performance de la société ne semble pas avoir eu à souffrir de cet épisode. Sur les 9 premiers mois de 2011, Prudential affiche un profit sur les nouveaux contrats en hausse de 14% par rapport au chiffre de 2010 à la même période, tandis que le chiffre d'affaires total de l'assurance progresse de 10%. In 2002, I went to see Richard Harvey, who was then CEO of Aviva. I told him to buy Prudential. He told me why. I said, because of Prudential Asia. He said, how much money do they make? I said, 65 million pounds. And he laughed. And he told me, we make more money in Liverpool. Which was true, right? 2008, I went to Prudential. When I left, probably, they were making 1.5 billion or something like that in Asia. That's 02 to 15. So if you take a longer term perspective to Asia, you can get a few things. Le succès de la stratégie de management de Prudential va lui permettre de gagner en 2013 le Grand Prix de l'économie décerné par les Échos.
En juillet 2015, il est nommé directeur général de Crédit Suisse en remplacement de l'américain Brady Dougan. Les nouveaux challenges ne se font pas attendre. 5 mois après la prise de fonction, la nouvelle stratégie est annoncée et claire. Devenir leader dans la gestion des fortunes. La banque s'organise en structure régionale pour ses activités de gestion des fortunes avec des unités de banque d'investissement. La restructuration sera profonde avec une réduction de coûts nets de 2 milliards de dollars. En 2018, lors de la journée d'investissement de Crédit Suisse, Cham est acculé pour nommer un responsable de la gestion des fortunes, ce qu'il n'a pas du tout jugé nécessaire. Après 3 années de restructuration profonde, il parvient à redresser la banque avec un retour à la rentabilité. Ce succès de la stratégie va lui valoir le prix de banquier de l'année 2018 remis par Euromoney. Seulement en septembre 2019, l'affaire d'espionnage de Iqbal Khan, l'ancien patron d'une division de la banque suisse, vient secouer le mandat de Cham. Tidjane Cham aurait embauché des détectives pour le surveiller afin de l'éviter qu'il amène des employés avec lui dans une entreprise rivale. Toutefois, une enquête montre que Cham n'avait pas autorisé la surveillance et n'était pas au courant. En 2019, l'affaire fait scandale et Tidjane Cham est forcé à la démission en février 2020. 2 mois après sa démission du Crédit Suisse, Cham est approché par le président sud-africain qui est président en exercice de l'Union africaine pour mobiliser un soutien économique au niveau international pour aider les pays africains à faire face à la pandémie de Covid-19. En novembre 2020, le banquier ivoirien est nommé par le gouvernement rwandais à la tête du conseil d'administration du Rwanda Finance Limited. Bien avant novembre, Tidjane servait déjà au conseil d'administration de Kering depuis juin 2020. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale, appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2013. Après avoir passé 20 années en France et aux États-Unis, Tidjane Cham retourne en Côte d'Ivoire le 8 août 2022. Il est reçu par l'actuel président de la République, Alassane Ouattara, à Abidjan le 8 août 2022, puis à Douakourou par l'ex-chef d'État Henri Konan Bédié le lendemain. Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, depuis 1994, maire le 1er août 2023. Un 8e congrès extraordinaire est organisé en décembre 2023 pour élire un remplaçant et Tidjane Cham est candidat à la présidence. Plus de 50 des 63 députés du PDCI ainsi que les chefferies traditionnelles Akan apportent leur soutien à Cham, qui est considéré comme le favori du scrutin. Le 22 décembre 2023, Tidjane Cham est élu avec 87,5% des voix comme dirigeant du PDCI lors d'un congrès qui s'est tenu à Yamoussoukro. À présent commence pour Tidjane Cham la conquête du pouvoir suprême ivoirien. Merci et à la prochaine.
En mars 2021, Denis Sassou Nguesso, 67 ans, a remporté 88 voix lors des élections tenues en République du Congo, un pays également connu sous le nom de Congo-Brazzaville, au milieu d'accusations d'irrégularité, notamment le bourrage des urnes, dans lesquelles Denis Sassou Nguesso s'est trouvé au pouvoir. Denis Sassou Nguesso est l'un des dirigeants africains les plus anciens. Il est arrivé au pouvoir il y a plusieurs décennies. Il a été installé comme président par l'armée en 1979 et a perdu son poste lors des élections multipartites de 1992. Mais c'est par la force que Denis Sassou Nguesso accède à nouveau à la plus haute fonction du pays. Il parvient à renverser son prédécesseur au terme d'une guerre civile qui a fait plusieurs milliers de morts et cette guerre reste une blessure douloureuse au pays. Dans cet épisode de Yusa Telling, nous couvrons l'histoire de l'ascension, de la chute et de la résurgence de Denis Sassou Nguesso, un homme surnommé par ses collègues dirigeants africains comme l'empereur de la République du Congo. L'homme connu sous le nom de Denis Sassou Nguesso est né en 1943 dans la région centrale de la République du Congo. La République du Congo, également connue sous le nom de Congo-Brazzaville, est une ancienne colonie française de l'Afrique occidentale. Ce pays partage des frontières communes avec le Gabon, le Cameroun et la République centrafricaine, la RDC et le Golfe de Guinée. Quand Denis Sassou Nguesso était jeune garçon, son père jouissait d'un grand respect local en tant que chef de village et président d'une association de chasseurs locale. Denis Sassou Nguesso est membre de la tribu Mboshi. Les Mboshi sont une population de langue bantou descendant des Gombe qui vivaient en Ituri dans la région de Grand Lac d'Afrique centrale établie après une immigration de l'Est vers le centre aux alentours des années 1850 en République du Congo. Il a commencé l'école primaire d'Edou, puis d'Owando. De 1956 à 1960, il est élève au collège normal de Dolissi Bunda pour devenir instituteur. Après l'obtention de son brevet, il passe avec succès un concours de sélection d'élèves officiers de réserve. En 1961, Denis Sassou Nguesso suit la préparation militaire supérieure à Bouar, en Centrafrique, avant la formation de l'école interarmes des officiers de réserve de Churchill en Algérie. Rentré au Congo en 1962, il est reversé dans le cadre des officiers d'actifs avec le grade de sous-lieutenant. L'année suivante, il intègre l'école d'application de l'infanterie de Saint-Mexen, l'école. Il en sort avec le grade de lieutenant et devient parachutiste. Il est l'un des premiers officiers du groupement aéroporté, premier bataillon parachutiste de l'armée congolaise créé en 1965 sous le commandement du capitaine Marian Ngouabi. De 1968 à 1975, il commande successivement le groupement aéroporté, les forces terrestres et la zone militaire de Brazzaville, ZAB, puis dirige la sécurité d'État, service des renseignements du Congo. Il devient capitaine, puis commandant. Il deviendra par la suite colonel. À partir du milieu des années 1960, Sassou Nguesso est dans la mouvance des officiers progressistes conduite par Marian Ngouabi, qui mène une fronde sourde contre le pouvoir de Massamba Deba. Le 2 août 1963, l'armée prend le pouvoir et le 16 août, un Conseil national de la révolution CNR est créé et investi de l'essentiel des pouvoirs. Ce Conseil national de la révolution est dirigé par Ngouabi et Sassou Nguesso est l'un des 39 membres. Le 31 décembre 1969, il fait partie des membres fondateurs du Parti congolais du travail, PCT, nouveau parti unique d'idéologie marxiste-léniniste, au pouvoir sous le nouveau régime de la République populaire du Congo. Il devient membre du bureau politique après le congrès extraordinaire du PCT de mars 1970. Denis Sassou Nguesso a eu la chance de devenir un protégé du président Marian Ngouabi qui était au pouvoir. En 1975, Denis Sassou Nguesso est nommé ministre de la Défense et de la Sécurité par décret présidentiel. Le président Marian Ngouabi a été assassiné en 1977 et au moment de son assassinat, Denis Sassou Nguesso était peut-être la figure la plus influente de l'armée du parti. Au sein du parti PCT, le rival de Denis Sassou Nguesso,
Yompi Opango l'a déjoué et est devenu chef du parti. Le 2 avril 1977, Sassou Nguesso prononce l'oraison funèbre de Mariam Gouabi. Le 3 avril, le comité militaire du parti CMP promulgue un acte fondamental qui abroge la constitution de 1973. Sa structure définitive est rendue publique. Yombi Opango en est le président et de droit président de la République du Congo. Sassou Nguesso est le premier vice-président chargé de la coordination des organisations des masses du parti. Louis-Sylvain Goma, deuxième vice-président du CMP, est nommé premier ministre et forme un gouvernement dans lequel Sassou Nguesso conserve le poste de ministre de la Défense. À partir du deuxième semestre de l'année 1978, il entre en conflit larvé avec Yompi Opango, cultivant l'opinion, l'image d'un homme simple, affable, proche du peuple et fidèle à la ligne de Mariam Gouabi. En 1979, Yombi Opango, mis en minorité, est contraint d'accepter la dissolution du CMP et la fin de son mandat à la tête de la République. En mars 1979, le Parti congolais du travail élit le colonel Denis Sassou Nguesso, président de son comité central et de droit président de la République pour 5 ans. Louis-Sylvain Goma est nommé premier ministre et conserve lui-même le poste de ministre de la Défense. Le 8 juillet, il fait adopter par un référendum une nouvelle constitution. La mise en production de nouveaux gisements pétroliers en 1981 et 1982 accroît significativement les recettes de l'État et procure une prospérité certaine au pays. Le gouvernement porte l'âge de la retraite de 50 à 55 ans, augmente légèrement les salaires des fonctionnaires et la bourse des étudiants et lance un plan quinquennal de développement ambitieux. Celui-ci vise à aménager le territoire et permettre le décollage économique du pays. Plusieurs routes et ponts sont construits ainsi que de nombreux édifices publics dans les principales villes du pays. Les entreprises publiques reçoivent d'importantes subventions pour assurer leur relance. La CORAF, raffinerie nationale, entre en production en 1982. Le Congo a également bénéficié d'une aide soviétique, chinoise et cubaine substantielle au cours de cette période, même si les entreprises françaises ont investi dans le secteur pétrolier du pays. Malgré la position de gauche du pays, la nation française est restée la principale source d'aide pour le pays en plus d'être le principal partenaire commercial et le principal exploitant des ressources pétrolières du Congo. La République du Congo a connu une période de relative stabilité. Denis Sassou Nguesso est réélu à la présidence en 1984 et de nouveau en 1989. Cependant, la lune de miel a rapidement pris fin pour lui, car après 1985, la chute des prix du pétrole a frappé très durement l'économie congolaise et la popularité de Sassou Nguesso a commencé à décliner. C'est également à cette époque que Sassou Nguesso a brutalement réprimé une tentative de coup d'État contre lui en 1987. Suite à cette tentative, plusieurs officiers supérieurs de l'armée ont été arrêtés pour avoir fomenté un coup d'État et la plupart d'entre eux venaient de la tribu Kouyo, dont étaient issus ses prédécesseurs Mariam Gouabi et Yombi Opango. Suite à cette série d'événements, Denis Sassou Nguesso se tourne vers des mesures plus répressives. À la fin de l'année 1990, l'opinion publique et les sentiments s'étaient retournés contre Denis Sassou Nguesso. En janvier 1990, le président monte une commission ad hoc chargée de réfléchir aux changements au cours dans les pays d'Europe de l'Est et leur implication au niveau national. En juin 1990, lors du sommet France-Afrique à la Baule, François Mitterrand invite les dirigeants africains à libéraliser la vie politique et annonce que l'aide française sera désormais assujettie aux efforts de la démocratisation de chaque pays africain. Le régime de Sassou Nguesso, visant à libéraliser la scène politique au Congo, a commencé à se renforcer en 1990. Sous cette pression, Sassou a annoncé en juillet 1990 que le Congo prendrait des mesures pour devenir un État multipartite. L'opposition a cependant exigé la convocation immédiate d'une conférence nationale souveraine. Des étudiants, des travailleurs syndiqués et des groupes religieux ont organisé des manifestations publiques pour rallier le soutien à une telle conférence au cours des derniers mois de 1990.
Le 8 janvier 1991, Sassou Nguesso nomme Louis-Sylvain Goma Premier ministre et le charge de former un gouvernement d'union nationale pour assurer la transition vers la démocratie et préparer une conférence des partis chargée d'élaborer une nouvelle constitution. Devant le refus de la classe politique à souscrire à cette démarche, il s'incline et annonce la convocation d'une conférence nationale. La conférence nationale se tient du 25 février au 10 juin, réunissant 1100 personnes, représentant des partis et associations. Un tribunal électoral démocratique est établi pour préparer le terrain pour un référendum sur une nouvelle constitution destiné à instaurer la démocratie multipartite en République démocratique du Congo. Denis Sassou Nguesso a participé aux élections de 1992 mais a terminé 3e. Mais il a apporté son soutien à Pascal Lissouba, qui a prévalu au deuxième tour contre un homme du nom de Bernard Kolela. Par la suite, Sassou Nguesso est resté à la tête du parti non marxiste du PCT. Lorsque Pascal Lissouba n'a pas réussi à attribuer au parti PCT de Denis Sassou Nguesso un rôle suffisant dans son nouveau gouvernement, Sassou Nguesso s'est joint au parti de Bernard Kolela dans l'opposition à l'Assemblée nationale. Cette alliance a privé Lissouba de la majorité au Parlement. Suite à cela, Lissouba a dissous illégalement le Parlement et ordonné de nouvelles élections dans l'espoir d'obtenir la majorité nécessaire pour contrôler l'Assemblée nationale. Lorsque les élections législatives ont été reconnues en mai 1993, l'opposition a rejeté les résultats et boycotté le second tour. Ce qui a suivi a été une vague de troubles civils dans le pays, principalement à Brazzaville, la capitale. Les trois partis ont rapidement mobilisé les forces transformant Brazzaville en un champ de bataille selon les lignes ethniques. Les Zoulous se sont battus pour Lissiba, tandis que la milice Cobra s'est battue pour Sassou Nguesso. Les membres de Cobra étaient issus du nord du Congo. Les affrontements de ces groupes en 1993 ont causé la mort de centaines de personnes. Après ces violents affrontements, Denis Sassou Nguesso a passé la majeure partie de son temps entre 1981 et 1996 en quasi-exil en France, craignant pour sa sécurité au Congo. En France, il a entretenu des liens étroits avec des responsables des différents gouvernements du pays. Les présidents Mitterrand et Jacques Chirac ont également entretenu des relations étroites avec Sassou Nguesso. Le 26 janvier 1997, il revient au Congo, à Brazzaville comme à Pointe-Noire. Il est accueilli avec ferveur par des foules immenses. Il s'attelle à la préparation de la campagne présidentielle et entreprend une tournée à travers le pays. L'espace d'Owando donne lieu à un épisode tragique le 10 mai. Avant son arrivée dans la ville, Jacques Okoko, député du Rassemblement pour le développement de la démocratie d'Owando, décrète qu'il n'est pas question que Sassou Nguesso soit porté en tipoï dans la ville. Des partisans du RDD tentent de perturber la parade de Sassou Nguesso à travers la ville. L'incident se termine par la mort d'un militaire abattu par la garde de Sassou Nguesso. Après le départ de celui-ci, ses partisans sont pris à partie. Ils doivent fuir Ouando. On dénombre 8 morts. Aux premières heures du jour, le 5 juin 1997, un détachement militaire lourdement armé encercle la résidence privée de Sassou Nguesso. S'estimant menacé, celui-ci réplique et ouvre le feu immédiatement. Au cours de la journée, le ministre de l'Intérieur, Philippe Binkinkita, justifie le déploiement militaire autour de la résidence de Sassou Nguesso et le présente a posteriori comme étant une simple opération de police visant l'arrestation de Pierre Obaya, officier impliqué dans la fusillade d'Owando qui aurait trouvé refuge chez l'ancien président. Les milices de Sassou Nguesso ont résisté à ces forces et la guerre civile a commencé en République du Congo. Malgré plusieurs tentatives de médiation et déclarations de cessez-le-feu, les combats se sont poursuivis et Sassou Nguesso a pris le contrôle de plusieurs villes du nord du pays. Après plusieurs mois de neutralité en tant que maire de Brazzaville, Bernard Kolela a décidé de s'arranger du côté de Pascal Lissouba et ses milices ninjas ont rejoint les combats. La guerre a fait rage de juin à mi-octobre 1997 et est incessamment parvenue à une impasse. Les forces de Sassou Nguesso ont finalement réussi à prendre le contrôle de la présidence et d'autres installations clés du pays. Cela s'est produit après que les forces gouvernementales angolaises se sont jointes à la guerre contre les forces gouvernementales de Lissouba. Voici pourquoi l'Angola est entrée en scène. L'intervention critique de l'Angola à ce stade était motivée par des problèmes liés à sa propre guerre civile. Pascal Lissouba avait
permis au mouvement rebelle UNITA, dirigé par Jonas Savimbi, d'établir un quartier général dans la deuxième plus grande ville de la République du Congo. Pascal Lissouba semble avoir permis aux forces de l'UNITA d'opérer depuis l'intérieur du Congo. Par la suite, les troupes angolaises ont envahi la capitale et étaient largement supérieures aux forces de Lissouba. Le 15 octobre 1997, Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir tandis que Pascal Lissouba et Bernard Kouéla ont été forcés de fuir le pays. La plupart des Congolais croient que Sassou Nguesso a reçu de l'aide venant des Français et de certains dirigeants régionaux. Pendant cette guerre civile brutale, la plus grande partie de la population de Brazzaville s'était dispersée dans la brousse ou s'était réfugiée de l'autre côté du fleuve à Kinshasa. Et au cours de cette période de combat, des milliers de Congolais sont morts, bien qu'un le fait a été déclaré en 1999. Denis Sassou Nguesso a été confronté à la violence qui persistait dans certaines régions du pays. Il a en outre été confronté aux problèmes économiques persistants et aux allégations de corruption au sein du pays. Mais il avait son contrôle sur la République du Congo. De retour au pouvoir, Sassou Nguesso a mis en œuvre une série de réformes économiques et politiques pour tenter de reconstruire le pays de la faillite et de renforcer le processus démocratique. Ces réformes ont souvent été remises en question par l'opposition. Il a été réélu en 2002 lors d'élections entachées de controverses. Certains candidats de l'opposition ont boycotté la course à l'élection, affirmant que la réforme démocratique manquait encore et que les élections ne seraient donc pas libres et équitables. Sassou Nguesso n'a fait face à aucune véritable concurrence, mais sa victoire écrasante a été contestée par l'opposition. Malgré les défis posés à son leadership dans le pays depuis 2006, Sassou Nguesso a été engagé pour occuper un poste régional lorsqu'il a été nommé président de l'Union africaine. Et comme auparavant, en 2002, l'élection a de nouveau été boycottée par les principaux candidats de l'opposition. Sassou Nguesso a été réélu avec large marge de victoire. Bien que l'opposition et certaines organisations aient affirmé qu'il y avait eu des incidents de fraude et d'intimidation, les observateurs internationaux de l'Union africaine ont déclaré que les élections avaient été libres et équitables. Après ces élections, la constitution du pays lui interdisait de briguer un autre mandat. Mais des mesures ont été prises pour contourner cette limitation. Donc, à cet effet, il y a eu une proposition visant à amender la Constitution pour éliminer les limites de mandat et augmenter l'âge maximum pour un candidat à la présidentielle. Ces changements permettraient effectivement à Denis Sassou Nguesso de se présenter pour un autre mandat présidentiel. La proposition d'amendement à la Constitution a été soumise à un référendum en octobre 2015. L'opposition a boycotté le référendum, mais les responsables ont indiqué que près des 3/4 des électeurs inscrits se sont rendus aux urnes et 92% ont indiqué qu'ils étaient en faveur de la proposition que Sassou Nguesso soit sélectionné comme candidat du parti PCT lors des élections prévues pour mars 2016. Les élections ont eu lieu dans une atmosphère de communication très critiquée. Sassou Nguesso est sorti victorieux. Selon l'indice de développement humain des Nations Unies, le Congo est classé 149e sur 189 pays, seulement 2 points au-dessus de la Syrie, déchirée par la guerre. Mais le Congo est le 6e plus grand pays pétrolier d'Afrique avec un taux de production estimé à 150 000 barils par jour et qui rapporte à la nation d'énormes revenus. Cependant, sous la direction du gouverneur Denis Sassou Nguesso, la République du Congo reste très pauvre, avec près de la moitié de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Transparency International classe également ce pays parmi le top 20 des pays les plus corrompus au monde. Au milieu de tout cela, il y a également eu des allégations selon lesquelles Denis Sassou Nguesso aurait utilisé sa position de pouvoir au profit de sa famille. Sa fille et son mari ont été accusés de corruption et blanchiment d'argent en France. En 2019, une organisation appelée Global Witness a affirmé que l'autre fille de Sassou Nguesso, député et responsable de communication du président, aurait reçu près de 20 millions de dollars provenant de fonds publics et aurait utilisé cet argent pour acheter un appartement de luxe dans la Trump Tower à New York, aux États-Unis. Elle a ensuite nié ces allégations. Il y a également eu des informations selon lesquelles son fils Denis Christel Sassou Nguesso, également membre élu du Parlement congolais, aurait pris plus de 50 millions de dollars des fonds du Trésor congolais pour son gain personnel. C'est également selon une enquête menée par Global Witness. Denis Sassou Nguesso a été réélu en mars 2021 avec plus de 88% des voix. Pendant la période électorale, le service internet dans le pays a été fermé. Le résultat a été contesté avec des allégations de fraude. Malgré toutes ces allégations, Sassou Nguesso est à la tête du pays et maintient une emprise étroite sur le pouvoir.
Merci et à la prochaine. Le jour où vous attendez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Il a contre moi des armes que vous ignorez même. Donc, s'il prépare un coup d'État, il faut là être vraiment fataliste. Il faut se laisser aller. C'est imparable. Mais au fond de vous ne pouvez pas imaginer qu'il puisse préparer. Non. C'est bon d'avoir un homme à qui on puisse dire tout, ou presque tout, en lui laissant le soin de deviner ce que vous n'avez pas eu le courage de lui dire vous-même. C'est bon. Et c'est rare. Et c'est très rare. Et en même temps, c'est douloureux, parce que ça implique sur l'autre une somme d'efforts pour jouer un rôle, être réceptif. Quand à 4 h du matin, moi, je dis à Blaise de venir de Pau me voir, il faut que lui, il accepte de passer toute la nuit avec moi jusqu'au petit matin à 6 h, 7 h, me détendre, me faire rire, me remettre à flot, et puis que je continue à travailler. Nous passons des nuits et des nuits et des nuits. Alors, ça signifie que lui, il ne faut même pas qu'il ait un problème. Il faut qu'il vive pour surveiller un malade ou je sais pas, enfin pour veiller. Et ça, c'est pénible. Quand j'y pense, je me dis, mais enfin. Alors, ce qui lui aussi va sur pied, il faut bien que quelqu'un lui crée l'équilibre. Mais là, je m'en réjouis. J'ai vraiment ça qui me console. C'est ça qui me console. Le 15 octobre 1987, dans un coup d'État qui marque un tournant dramatique dans l'histoire du Burkina Faso, Blaise Compaoré s'empare du pouvoir. Ce jour-là, alors que le pays se réveille sous un ciel chargé d'incertitudes, il éclipse la figure de Thomas Sankara, son prédécesseur charismatique et héros de la révolution. Et le PF est resté à l'intérieur, il dit que c'est de lui qu'on avait besoin. Il est sorti les mains en l'air. Et puis la suite. Compaoré, jusque-là un acteur secondaire dans l'ombre de la politique, devient le chef du nouveau gouvernement. Et un regret aussi, qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. Dommage. Ouais, c'est dommage. Il fonde alors l'Organisation pour la démocratie populaire, Mouvement du travail, ODPMT. Le parcours de Compaoré est marqué par des élections controversées. En 1991, après un scrutin très disputé, il est élu président de la République, malgré le boycott et les accusations de fraude de l'opposition. Il se maintient au pouvoir en remportant les élections de 1998, 2005 et 2010, consolidant son emprise sur le pays. Cependant, son règne commence à vaciller sous la pression croissante de la population. Les jours du 30 et 31 octobre 2014 sont particulièrement chaotiques. Des manifestants envahissent les rues de Ouagadougou, réclamant la fin de son long mandat. On est marre avec Blaise, on a marre avec Blaise. Qu'ils s'en aillent, qu'ils nous payent sa paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution, vive le peuple burkinabé, après Blaise. Face à cette insurrection populaire, Compaoré démissionne après 27 ans à la tête du pays.
Blaise Compaoré voit le jour le 3 février 1951 à Zignaré, un village pittoresque situé au nord de Ouagadougou. Aîné de 7 enfants, il est le fils de Bila Maurice Compaoré, un ancien tirailleur sénégalais ayant servi dans l'armée française depuis 1934 et de Tiga Thérèse Bougouma. Le père de Blaise Compaoré rentre au pays en 1947 pour devenir garde républicain, marquant ainsi le début d'une vie de famille enracinée dans un profond sens du devoir. Enfant, Blaise partage une existence joyeuse entre Zignaré et Boroumou. Les premières années de scolarité de Blaise se déroulent à l'école primaire de Gulongou, un petit établissement au cœur de Zignaré. Sa soif d'apprendre le pousse ensuite vers le collège Saint-Joseph des missionnaires à Fada Gourma, puis vers l'école normale de Ouagadougou où il brille en seconde. En 1972, il décroche un baccalauréat D avec brio, bien que ses succès scolaires masquent un tempérament parfois rebelle. Son engagement dans des mouvements de défense des droits des élèves le conduit à des confrontations avec les autorités scolaires. En 1971, après une manifestation estudiantine, Blaise se voit affecté d'office au contingent spécial de l'armée, une sanction qui paradoxalement s'avère être une bénédiction pour lui. Depuis son jeune âge, il rêve d'une carrière militaire influencée par le parcours de son père. La chance se présente sous la forme d'une affectation à la garde du président de la République, Aboubacar Sangoulé Lamizano. En septembre 1973, ce qui semble être un rêve devenu réalité se concrétise lorsque Blaise réussit le concours d'entrée à l'école militaire interarmée du Cameroun. Son parcours militaire se distingue par une série de stages internationaux. Il se spécialise à l'école d'infanterie de Montpellier, suit de sa formation d'instructeur commando à Mont-Louis, Collioure, en Allemagne ainsi qu'à Briançon et Mont-Genèvre. Il poursuit son perfectionnement avec un stage dans les troupes aéroportées de France et une formation d'instructeur parachutiste à Rabat, au Maroc. En mai 1978, Blaise Compaoré est affecté à la compagnie d'intervention aéroportée CIA de Bobo Dioulasso, un poste qui marque le début d'une nouvelle étape dans sa carrière militaire. 2 ans plus tard, il est transféré à Ouagadougou où il assume le rôle d'aide de camp du chef d'état-major des armées, une position prestigieuse qui témoigne de sa montée en puissance dans l'armée. En janvier 1981, Blaise Compaoré prend les rênes du Centre national d'entraînement commando, CNEC, de Pau. Ce centre situé dans un paysage d'arbres et de sable devient le théâtre de son développement en tant qu'officier. Au début de l'année 1982, il se rend à Pau, en France, pour un stage spécialisé qui affûte ses compétences en tant qu'officier parachutiste. Ce perfectionnement se traduit par l'obtention de ses galons de capitaine la même année, marquant une étape importante dans sa carrière. Le début des années 1980 est également une période marquante sur le plan personnel. En 1985, Blaise Compaoré épouse Chantal Terrasson de Fougères, une jeune femme métisse franco-ivoirienne. Après avoir complété ses études militaires en Algérie, Blaise Compaoré se retrouve au cœur d'un tournant dramatique dans l'histoire du Burkina Faso. Le 15 octobre 1987, surnommé le Jeudi Noir, il mène un coup d'état sanglant qui met fin au règne de Thomas Sankara, son prédécesseur. Ce jour-là, sous un ciel chargé de tensions, le président Sankara est assassiné et Compaoré se saisit du pouvoir. Plus tard, il qualifie le meurtre de Sankara de malheureux accident et accuse son prédécesseur d'avoir trahi l'esprit de la révolution. Avec l'arrivée au pouvoir de Compaoré, une nouvelle ère commence, marquée par ce qu'il appelle une rectification de la révolution. Cette politique s'avère en réalité être un retour à des relations plus normales avec la Côte d'Ivoire et implicitement avec la France, les relations avec ces pays s'étant détériorées sous Sankara. Cependant, la prise de pouvoir de Compaoré est également marquée par des actions brutales. Très rapidement après son ascension, il élimine 2 de ses anciens compagnons du gouvernement de Sankara, les capitaines Henri Zongo et Jean-Baptiste Boukari Lingani. Accusés de comploter contre le nouveau régime, ils sont exécutés, renforçant ainsi la mainmise de Compaoré sur le pouvoir. Les accusations pesant sur Compaoré concernant l'assassinat de Thomas Sankara ne tardent pas à faire surface.
Mariam Sankara, la veuve de l'ancien président, dépose une plainte contre le Burkina Faso cherchant justice pour la mort de son mari. En avril 2006, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies condamne le Burkina Faso pour avoir refusé d'enquêter sur les circonstances de l'assassinat et de poursuivre les responsables, soulignant la gravité de l'inaction face à ce crime. En septembre 2008, des révélations viennent jeter un nouvel éclairage sur cette affaire lorsque Prince Johnson, ancien seigneur de guerre libérien, affirme que ces hommes avaient participé à l'assassinat de Sankara sur l'instigation de Compaoré, ajoutant une nouvelle couche de complexité et de controverse à ce chapitre tragique de l'histoire burkinabé. Le 1er décembre 1991, Blaise Compaoré est élu président de la République du Burkina Faso, malgré un boycott massif des principaux partis d'opposition qui protestent contre sa prise de pouvoir jugée illégale. Ce boycott se traduit par une participation électorale exceptionnellement faible de 25%, reflétant la profonde instabilité politique et le mécontentement populaire. Le 15 novembre 1998, Compaoré est réélu pour un second mandat. Puis après cette victoire, le climat politique s'étend davantage avec l'assassinat du journaliste Robert Zongo. Ce meurtre orchestré par des membres de sa garde rapprochée sur l'instigation de son frère François Compaoré suscite une vague de choc et de révolte au sein de la société burkinabé. En août 2005, Compaoré annonce son intention de se présenter à la présidentielle suivante. Cependant, l'opposition dénonce cette intention comme anticonstitutionnelle, arguant que l'amendement constitutionnel de 2000 qui limite les mandats présidentiels à 2 et réduit leur durée de 7 à 5 ans devait empêcher sa candidature. Les partisans de Compaoré contestent cette interprétation, affirmant que l'amendement ne peut être appliqué rétroactivement. En octobre 2005, le Conseil constitutionnel tranche en faveur de Compaoré, jugeant que l'amendement ne s'applique pas avant la fin de son second mandat. Nous sommes le 13 novembre 2005. Compaoré est réélu avec 80,35% des voix face à 12 autres candidats. Malgré les efforts de 16 partis de l'opposition qui s'étaient alliés pour le déloger, leur coalition s'est dissoute, faute de consensus pour désigner un candidat unique, permettant à Compaoré de prêter serment pour un nouveau mandat le 20 décembre 2005. Le 25 novembre 2010, Blaise Compaoré est réélu dès le premier tour avec 80,15% des suffrages pour un dernier mandat. Les tensions montent à nouveau le 22 février 2011 après la mort d'un élève battu par des policiers à Koudougou. Les manifestations demandant une enquête sur cette mort et dénonçant l'impunité des violences policières sont violemment réprimées. En mars, ces manifestations dégénèrent en émeutes et en avril, des mutineries éclatent au sein des forces de l'ordre de l'armée et des CRS. La contestation se poursuit de manière diffuse tout au long du mois de mai, illustrant une crise croissante contre le régime de Compaoré. Dès le début de l'année 2014, le régime de Blaise Compaoré est secoué par une pression croissante. Syndicats et étudiants envahissent les rues presque chaque mois, exprimant leur mécontentement grandissant. Le 30 octobre 2014, cette tension explose en une vaste révolte populaire qui embrase Ouagadougou et d'autres villes du pays. Le principal catalyseur de cette crise est le projet de Compaoré de se présenter pour un 5e mandat consécutif en 2015. Pour cela, il cherche à modifier l'article 37 de la loi fondamentale qui limite le nombre de mandats présidentiels. La perspective d'un changement de loi alimente la colère populaire. Des manifestants se rassemblent en masse autour du Parlement et d'autres bâtiments publics. En réponse, les forces de sécurité déploient des matraques, tirent des balles et utilisent des gaz lacrymogènes pour disperser la foule, entraînant la mort d'au moins 30 personnes. Malgré la répression violente, environ 1500 manifestants parviennent à franchir les cordons de police et mettre le feu au Parlement avant de prendre le contrôle de la télévision nationale. Sous la pression croissante de la rue et des militaires, Compaoré est contraint de dissoudre le gouvernement et annonce qu'il renonce à modifier la constitution. Le lendemain, il abandonne le pouvoir, incapable de compter sur le soutien militaire. Le chef d'état-major des armées, Honoré Traoré, annonce alors la création d'un organe de transition chargé de gérer les affaires du pays avec pour objectif
de restaurer l'ordre constitutionnel dans un délai de 12 mois. Le 31 octobre 2014, avec l'aide des autorités françaises et après avoir informé les partis d'opposition favorables à l'opération, Compaoré trouve refuge en Côte d'Ivoire, soutenu par le président français François Hollande. Après un bref séjour au Maroc en novembre 2014, il retourne en Côte d'Ivoire où il obtient la nationalité ivoirienne. En exil, Compaoré vit avec son épouse Chantal, sa fille Jamila et une partie de sa belle famille dans une villa luxueuse du quartier Cocody Ambassade, entre le Sofitel Hôtel Ivoire et l'ambassade d'Arabie Saoudite. Le 1er octobre 2016, près de 2 ans après sa chute, la justice burkinabé abandonne les charges liées à la tentative de modification de la Constitution, mais maintient celles concernant la répression des manifestations. En mai 2021, pour la première fois depuis son exil, Compaoré rencontre à Abidjan Zéphérin Diabré, ministre burkinabé de la réconciliation nationale. La possibilité d'un retour à Ouagadougou est discutée où il pourrait être jugé dans l'affaire Sankara. Le 6 avril 2022, alors qu'il est toujours en Côte d'Ivoire, il est condamné par Kouchimas à Ouagadougou à la prison à perpétuité pour complicité d'assassinat et atteinte à la sûreté de l'État, en raison de son coup d'État contre Thomas Sankara et de l'assassinat de ce dernier. En juillet 2022, après plus de 8 ans d'exil, Blaise Compaoré rentre brièvement au Burkina Faso et rencontre Henri Sandaogo Damiba, le président de la junte au pouvoir. Bien que condamné à perpétuité dans le procès Sankara, Compaoré n'est pas arrêté. Il retourne en Côte d'Ivoire où à la fin du mois, une lettre de sa part est rendue publique. Dans cette lettre, il demande pardon au Burkinabé au nom de l'intérêt supérieur de la nation sans toutefois préciser les crimes qu'il y reconnaît. C'est la fin de notre vidéo. Merci et à la prochaine.